place des Otages à Tel Aviv. Une population entre espoir et douleur. Ici, comme dans toute la région. À l'heure où le Proche-Orient a basculé dans une spirale de haine, rien n'est plus comme avant. Les tirs de drones dans le Kurdistan syrien. Les échanges de frappes entre Israël et le Liban. La guerre d'anéantissement menée par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Et au milieu, des civils sacrifiés, des champs de ruines et des familles entières victimes des affrontements. Le Proche-Orient n'est pas connu pour être une terre de concorde. Mais même à l'aune de son histoire mouvementée, le déchaînement de violence actuelle est sans précédent. Les anciens repères et certitudes de la région sont également balayés. Et en Syrie, la chute du clan Assad, au pouvoir depuis 1970, rebat les cartes. Après plus de 5 décennies de cette dictature impitoyable, tout le monde a été surpris de la voir s'effondrer comme un château de cartes. Les dirigeants autoritaires de la région, à Riyad, à Abu Dhabi ou au Caire, sont très inquiets. Tout indique qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère au Proche-Orient. Au plan politique, les pronostics sont bien sûr difficiles. On n'a pas encore toutes les pièces du puzzle. Kibbutz de Be'eri, en Israël, tout près de la bande de Gaza. C'est ici que tout a commencé. C'est l'une des grilles par lesquelles ils sont entrés. Ils l'ont escaladée et ouverte. Ensuite, on a vu déferler des gens qui se sont mis à piller en tuant tous ceux qu'ils croisaient. La caméra, là, a tout filmé. Certaines personnes ont cru leur dernière heure arriver. Alors ils ont filmé. On entendait des Allahu Akbar et des Idba al-Yahoud, c'est-à-dire tuer tous les Juifs. C'est mon voisin qui a tourné cette vidéo par sa fenêtre. Regardez, on les voit derrière les voitures. L'endroit accueille désormais des groupes de visiteurs, entre sidération et curiosité. Nili Bar Sinai, 74 ans, est une survivante du 7 octobre 2023. Son mari, Yoram, a été tué par le Hamas. Dans le village, beaucoup d'habitants œuvraient pour la paix avec les Palestiniens, conduisant par exemple des enfants gazaouis jusqu'aux hôpitaux israéliens. Une première unité de police est arrivée, avec 2 véhicules. Ils se sont fait tirer dessus au lance-roquettes. Les voitures ont explosé et 8 policiers sont morts. Les flammes étaient si hautes que les arbres et la végétation ont pris feu. Dans cette maison,
une voisine de Nili s'était barricadée en lieu sûr avec ses 5 enfants. Elle a alors reçu un appel de son mari, ciblé par des tirs à quelques rues de là. Il l'a appelée pour lui dire adieu. Elle a répondu « Mais non, je vais t'envoyer du renfort ». Quand elle l'a rappelé, il ne pouvait plus parler. C'est elle qui lui a dit adieu, elle avait compris. Elle était là avec ses 5 enfants. Il faut l'imaginer au milieu de l'odeur des cadavres, des explosions et des tirs en tout genre, des pleurs, des cris. Il y avait partout des gens qui hurlaient. Elle a entendu quelqu'un toquer doucement à la porte et elle a ouvert, avec un courage admirable, vu les circonstances. L'attaque meurtrière du Hamas plonge la région dans un abîme de violence. Confronté au pire massacre de Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale, Israël riposte. L'État hébreu frappe sans pitié, exerce une vengeance implacable. Pour chaque mort d'un côté, des centaines de l'autre. Pour chaque maison d'un kibboutz, une rue entière de Gaza. Des enfants comptent parmi les victimes, comme celui d'Alaa Abu Hilal. J'ai perdu toute ma famille. Dieu m'avait donné un fils, Mohamed, qui était si beau. Et ma femme était à nouveau enceinte. Elle a été tuée et mon fils aussi. Je n'ai plus rien. Son épouse et son fils passaient la nuit dans un camp de réfugiés près de Khan Younes. C'est un missile israélien qui a causé leur mort. Les localités où le Hamas a perpétré ces massacres se situent toutes aux abords de la bande de Gaza. L'enclave est devenue une prison fatale pour des centaines de milliers de Palestiniens. Cap sur le nord. À notre droite, derrière les clôtures, les murs et les barbelés, la Cisjordanie. Les paysages se font plus verdoyants à mesure que nous approchons de Methoula, la localité la plus septentrionale d'Israël. Robbie Goldstein est retraité. Il nous fait visiter sa petite ville natale. Comme vous le voyez, là, c'est la frontière. Nous sommes dans le doigt de la Galilée, une extension israélienne qui s'enfonce dans le territoire libanais. Robbie nous montre sur la carte que Methoula est cernée d'ennemis potentiels de 3 côtés. La population a été évacuée dès l'automne 2023. En tout, quelques 60 000 Israéliens vivant dans cette zone frontière ont dû quitter leur domicile. Rares sont ceux qui sont revenus, comme Robbie. Pendant la guerre, le Hezbollah a attaqué Methoula et tout le nord d'Israël avec des roquettes, des missiles anti-chars et des Kadbam, comment on dit, des drones. Beaucoup de maisons ont été touchées, entre autres. Mais comme vous le voyez, Methoula est encore debout. On les devine derrière ces murs de béton. Les premiers villages libanais se trouvent à quelques centaines de mètres. Avec la guerre, d'un côté comme de l'autre, personne ne s'est occupé des récoltes ou des cueillettes d'automne. Après le 7 octobre, le Hezbollah frappe le nord d'Israël avec l'appui de l'Iran, par solidarité avec le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, et par haine de l'État hébreu. L'organisation basée au Liban est également appelée Parti de Dieu
posséderait près de 100 000 roquettes et missiles dans ses caches souterraines. On est à 2 kilomètres. C'est la bonne distance pour les missiles anti-chars, qui peuvent atteindre une cible jusqu'à 10 kilomètres. Il n'y a pas que Metula qui est menacé. Tous les villages dans le nord du doigt de la Galilée sont en danger. Ce sont des missiles très rapides. Quand on les voit partir, il est déjà trop tard pour y échapper. Les salves du Hezbollah visent à venger les crimes de guerre commis par Israël dans la bande de Gaza. L'État hébreu, pour sa part, s'acharne sur le Hamas pour venger le massacre de plus de 1200 de ses citoyens et considère ces attaques venues du Liban comme un acte de terrorisme. C'est justement dans le sud du Liban qu'Israël lance une offensive à l'automne 2024. Kfar Kila se trouve du côté libanais, à quelques centaines de mètres des arbres fruitiers en déshérence de Metula. Tsahal a réduit à néant cette commune d'environ 10 000 habitants, en majorité des musulmans chiites. Des destructions irrévocables, bien plus que celles occasionnées en face par les frappes du Hezbollah. Mais ce dernier a attaqué le premier. Dans cette logique effrénée d'anéantissement réciproque, la seule limite est la puissance des armes. Sa mère vient ici tous les jours depuis Beyrouth. C'est ici que se tenait sa maison et sa station-service. Il récupère du cuivre, du fer et de l'acier qu'il revendra pour quelques livres libanaises. On ne s'attendait pas à ce que le village soit détruit à ce point. C'était vraiment un choc. On a pourtant connu d'autres guerres au Liban. Mais on n'avait jamais rien vu de pareil. Les Israéliens ont commis des crimes très graves à notre encontre. Ils ne nous ont absolument rien laissé. Le village est rasé. La banlieue sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah. Son armée, véritable État dans l'État, a longtemps été plus puissante que la défense nationale. Son secrétaire général, Hassan Nasrallah, était un puissant chef politique. C'est ici qu'il fut tué fin septembre 2024 par une bombe anti-bunker israélienne. Sa mort fait suite à une série d'événements. L'explosion de beepers et de talkie-walkie orchestrés par Israël, la destruction des rampes de lancement de roquettes du Hezbollah et l'élimination du reste de son état-major. Autrefois si puissante, la milice chiite n'est-elle plus que l'ombre d'elle-même ? Quand Israël a bombardé la banlieue sud de Beyrouth, la Dahiyeh, ils ont donc pu tuer Nasrallah et détruire militairement le Hezbollah. Donc aujourd'hui, le Hezbollah a été détruit militairement, et donc ça c'est un bouleversement gigantesque. Le Liban se trouve vraiment à un tournant. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, il aurait la possibilité de se libérer de l'emprise de l'Iran, car le Hezbollah est très affaibli. Il conserve des soutiens dans la population chiite du sud du pays, mais ce n'est plus un acteur important sur le plan militaire. Tyr, ville de la côte méridionale du Liban, à 30 km seulement de la frontière israélienne. Hassan Srour ne chôme pas. Il est urbaniste et architecte auprès de la municipalité. Des centaines de maisons et d'immeubles ont été touchés par des tirs de roquettes et de drones israéliens.
Faut-il raser, reconstruire, rénover? Seuls les plus aisés ont le luxe de ce dilemme. Ceux qui s'en sortaient déjà difficilement avant n'ont rien pour se relancer. Imaginez le propriétaire d'une épicerie ou d'un petit commerce complètement détruit. Il n'a pas les moyens de rouvrir. Les commerçants de la classe moyenne ou populaire ne peuvent pas simplement repartir à zéro. Ils n'ont plus rien. C'est un très gros problème. Le vendeur ambulant continue de passer avec ses œufs, imperturbable. En bruit de fond, le bourdonnement incessant des drones de surveillance et de combat israéliens. Une forme de guerre psychologique. Plus vous irez vers le sud, plus vous trouverez de zones détruites. Les villes frontalières sont complètement démolies. On ne trouve pratiquement plus un appartement ou une maison habitable. Au milieu des amas de débris et de béton, nous rencontrons Fadel Badawi. Comme beaucoup d'habitants de cette ville côtière, il est pêcheur. Ou plutôt, il l'était. On vivait heureux, jusqu'au moment où ce cauchemar a tout balayé. Regardez, maintenant c'est ça notre réalité. Il nous guide avec Hassan Srour dans les décombres de sa vie d'avant. Son petit bateau au port est inutilisable. Le moteur a été endommagé. Ses filets n'attraperont plus de poissons. Le pire, dit-il, c'est le vide. À bout, il n'a ni les moyens ni l'énergie pour prendre un nouveau départ. Tout est fichu. Tout. Regarde ça. Il ne lui reste que des gravats, et cette vue pour le moins démoralisante. L'affaiblissement du Hezbollah a des répercussions au-delà du Liban. Il était aussi un important soutien de Bachar al-Assad. Privé de sa force de frappe, la dictature syrienne se met à chanceler. Fin novembre 2024, le groupe salafiste Hayat Tahrir al-Sham, ou HTC, jusqu'alors retranché dans la poche d'Idlib, prend la tête d'une offensive éclair contre Alep. Une opération menée avec le feu vert du grand frère turc. En début décembre, la Turquie a poussé
l'armée syrienne libre et les gens de Ahmed Shara, c'est-à-dire d'anciens djihadistes sunnites qui étaient à Idlib sous la protection turque, pour s'emparer du pouvoir à Damas. Alep, la deuxième ville de Syrie, tombe pratiquement sans résistance. Moins de 15 jours plus tard, Damas est prise et Bachar al-Assad en fuite. Le régime syrien n'est plus. Plusieurs facteurs expliquent cette chute inattendue. Vladimir Poutine, qui soutenait militairement le président Assad depuis 2015, a redéployé ses moyens en Ukraine. Les bases militaires russes en Syrie, comme ici à Kamichli, sont pratiquement à l'abandon aujourd'hui. La déroute du Hezbollah se répercute aussi sur l'Iran. Les mollahs qui ont maintenu Assad au pouvoir à coups de milliards perdent avec la Syrie un important relais d'influence. Jusqu'en 2024, Téhéran règne sur le croissant chiite, une zone d'influence qui va de l'Iran au Liban, en passant par l'Irak et la Syrie, et jusqu'à la Méditerranée. Cet axe de la résistance anti-israélienne vole en éclats en 2024. Et voilà toute l'architecture du Moyen-Orient bouleversée. La Syrie était un allié capital pour l'Iran. Ce basculement pose un gros problème pour Téhéran, et même un double problème, voire pire. D'abord, ceux qui prennent la succession du régime à Damas sont des sunnites, radicalement anti-chiites. Ensuite, ce changement représente aussi un risque d'instabilité interne, car le peuple iranien se rend compte qu'il est possible de renverser une dictature. Les rapports entre l'Iran et la Syrie étaient compliqués ces 10 dernières années. Téhéran a énormément soutenu le pouvoir d'Assad, mais n'en a en fait rien retiré en contrepartie. Je crois que la fragilité de l'Iran n'a jamais été aussi grande, ni aussi criante qu'aujourd'hui. Téhéran, 10 février dernier, commémoration de la révolution islamique. En 1979, l'ayatollah Khomeini transformait l'Iran en théocratie chiite. Il est rare que cette manifestation annuelle en soutien au pouvoir soit aussi clairsemée. En bonne place, les missiles et les drones qui faisaient autrefois la fierté de l'Iran. Après le mouvement de contestation populaire qui a secoué le régime, les mollahs sont confrontés à une situation explosive sur le plan international. Le président appelle à tenir bon face à l'adversité et en profite pour fustiger Israël et les États-Unis. Trump میاد اعلام میکنه که من میخوام بیایم گفتگو کنیم. بعد همونجا که میگه گفتگو کنیم تمام توطئه‌های ممکن رو برای به زانو در آوردن این انقلاب برمی‌داره امضا میکنه اعلام میکنه. Entre la perte de l'allié syrien, les déboires du Hamas et du Hezbollah, sans oublier les frappes d'Israël, ennemi juré sur le territoire iranien, l'optimisme de façade ne trompe personne. Le dernier atout des gardiens de la Révolution est sans doute leur programme nucléaire. Les États-Unis et Israël sont déterminés à empêcher Téhéran d'acquérir l'arme atomique. Ces deux puissances font tout pour affaiblir les structures militaires de l'Iran, au point de menacer la pérennité du régime lui-même. Je pense que si Téhéran manifeste la moindre intention de se doter d'un arsenal nucléaire, Israël lui opposera une réponse militaire avec le soutien matériel des États-Unis. Par conséquent, il est bien possible qu'un autre conflit majeur embrase la région dans les années qui viennent. Voilà donc les deux grands perdants. L'Iran au premier chef, et dans une moindre mesure, la Russie de Poutine, qui a mal estimé la situation. Parmi les gagnants, Israël, mais aussi l'Arabie saoudite.
Pour l'instant, la monarchie du Golfe peut encore compter sur la manne que représentent ces gisements de pétrole et de gaz. Mais les années fastes touchent à leur fin, d'autant que depuis le mandat de Barack Obama, les États-Unis se désengagent de la région pour se concentrer sur le défi chinois. Les positions pro-énergie fossile de Donald Trump, bien qu'anachroniques, entraînent un rapprochement entre Washington et Riyad, mais il n'est que temporaire. Les dirigeants saoudiens misent plutôt sur des projets comme la mégapole Neom, une ville futuriste au plan rectiligne qui devrait fonctionner aux énergies renouvelables. Cette utopie décarbonée s'inscrit dans une stratégie d'image bien pensée. En mars 2025, le prince héritier Mohammed Ben Salman reçoit le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Désormais, la Russie et les États-Unis veulent négocier le sort de l'Ukraine en Arabie saoudite. L'Arabie saoudite s'apprête à devenir un partenaire à part, très important, de la nouvelle administration américaine. Dans les années qui viennent, elle négociera un traité de paix avec Israël. Conclus en 2020, les accords d'Abraham ont déjà permis un rapprochement entre Israël et 4 pays musulmans. Pour la première fois de mémoire humaine, des citoyens israéliens peuvent sereinement faire du tourisme aux Émirats arabes unis et visiter par exemple la mosquée Sheikh Zayed d'Abu Dhabi. Derrière cette initiative, Donald Trump. Les accords d'Abraham ont été conclus au cours de son premier mandat. L'objectif était de réconcilier Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Maroc et le Soudan avec Israël. Mais à l'époque déjà, il avait le projet de parvenir aussi à un accord avec l'Arabie saoudite. Trump a échoué sur ce point, mais ces derniers mois, il a réaffirmé sa détermination à obtenir ce traité. Peut-être parce qu'il pense que ça lui vaudra le prix Nobel de la paix auquel il aspire tellement. Ancien membre du renseignement, Sima Shine est une spécialiste de l'Iran. Selon elle, un nouvel accord d'Abraham a peu de chances de se concrétiser entre Israël et l'Arabie saoudite. Car les représailles sanglantes menées par Tsahal dans la bande de Gaza ont fait monter les enchères. Sans la perspective d'un État palestinien, Riyad est désormais moins enclin à faire la paix. Pour moi, on est très loin d'une normalisation des relations avec l'Arabie saoudite. À cet égard, le Hamas et l'Iran ont réussi leur coup. Ils sont parvenus à enrayer ce processus d'apaisement. Ils ont également réussi à remettre sur la table la question palestinienne qui divise la société israélienne. Autre gagnant de ces bouleversements, la Turquie. Elle contrôle déjà plusieurs zones de l'autre côté de la frontière syrienne. Mais elle voudrait aussi anéantir l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie, le Rojava de son nom kurde. Le sort du Kurdistan syrien, âprement disputé, pourrait bien préfigurer ce que sera demain le Moyen-Orient. Si la région est d'une grande pauvreté, ce n'est pas faute de ressources naturelles. Comme l'Irak voisin, elle dispose de vastes gisements de pétrole brut de bonne qualité. Mais il est quasi impossible de trouver une raffinerie encore intacte. Celle d'Aouda a été détruite par des bombes et des roquettes, comme le racontent les ingénieurs qui y travaillaient. On n'a pas encore pu tout remettre en état. On s'est contenté de réparer l'essentiel des installations pour que ça fonctionne à peu près. Mais certaines pièces n'ont pas pu être remplacées. Le 25 octobre 2024, la raffinerie prend feu pour la 7e fois. Les ingénieurs rapportent avoir vu un avion de combat et un drone, sans doute venus de la Turquie toute proche.
Encore plus crucial que le pétrole brut, l'eau est un enjeu majeur pour le nord-est de la Syrie. Dans le gouvernorat de Hasakeh, la salinisation et le tarissement des sources sont quasi généralisés. Depuis que le président Trump a démantelé l'agence américaine d'aide au développement, USAID, l'urgence s'est encore accrue. La seule grande ONG présente sur place est l'organisation allemande Arche Nova. Elle ravitaille environ 30 000 réfugiés par camion-citerne, dans des camps et en dehors. Il y a énormément de problèmes ici. La nourriture, l'éducation, la santé. Mais tant qu'il n'y a pas d'eau, le reste est secondaire. Dans cette région en pénurie chronique, c'est la question essentielle. Un peu plus à l'ouest, voici l'Euphrate. Des épisodes d'une violence insoutenable se sont déroulés sur ses rives. Ali Abdel Charnak est caméraman pour la chaîne de télévision kurde Ronai TV. Il a le corps criblé d'éclats de grenades depuis le 17 janvier 2025. Le voici avec ses collègues, Mohammad, reporter, et Johan, monteur. Ensemble, ils ont tourné ces images au barrage de Tishrin, régulièrement visé par la Turquie. La Turquie essaie de prendre le barrage ou de le détruire. Du coup, la population se rassemble en grand nombre pour montrer qu'elle rejette le colonialisme turc. La séquence montre l'action des civils, qui se positionnent en bouclier humain pour dissuader les frappes. Quelques instants plus tard, une vidéo est mise en ligne en Turquie avec ce message « Félicitations et bénédictions pour les festivités au barrage de Tishrin ». 2 grenades sont alors larguées sur les participants. Quelle violence! Ils n'ont vraiment aucune pitié pour tuer des civils en train de danser. On surmonte notre peur pour montrer la résistance de la population. Les ambulances sont ciblées à leur tour et empêchées de passer. Les victimes resteront plusieurs jours sans soins médicaux. Parmi elles, le caméraman Ali, grièvement blessé. Le droit international interdit de s'en prendre aux journalistes. Pourtant, c'est ce que fait la Turquie. En plus de notre équipe, une dizaine d'autres confrères ont été attaqués et 3 sont morts. On continuera à faire notre travail jusqu'au bout, même si on est blessé. Il faut que tout le monde sache ce qui se passe. Ces bombardements sont dévastateurs. Dans le cas du barrage de Tishrin, mais d'autres ouvrages ont été touchés, des centaines de milliers de personnes se retrouvent privées d'accès à l'eau. Sans parler des répercussions sur la fourniture d'électricité. Non seulement ces actions pénalisent directement la population locale, mais elles déstabilisent toute la société, l'économie et l'approvisionnement de la région. Fin février 2025, lueur d'espoir pour la paix. Un peu partout dans le Rojava, les Kurdes se rassemblent, ici dans la ville de Hasakeh. C'est aujourd'hui qu'Abdullah Öcalan, le leader du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, doit délivrer un nouveau message. En prison depuis plus d'un quart de siècle en Turquie, il demeure la grande figure de la rébellion armée dans la région. On attend le jour où Öcalan sera libéré. Notre peuple tout entier est derrière lui. On le soutiendra toujours, avec les troupes kurdes. Cet après-midi-là, Öcalan fait savoir qu'il appelle unilatéralement le PKK à déposer les armes. Ses partisans ne sont pas tous d'accord. L'ennemi tue nos enfants et on devrait arrêter le combat? Certainement pas. On continuera à lutter jusqu'à la dernière goutte de sang. Ceux qui demandent la paix ne devraient pas nous envoyer leurs avions et leurs bombes. C'est eux qui devraient commencer par déposer les armes. Nous, en tout cas, on veut la paix.
C'est une délégation du PKK qui annonce la fin de 40 ans de lutte armée contre la Turquie, après s'être rendue auprès d'Öcalan dans sa prison près d'Istanbul. Sur le papier, un jour historique pour le Proche-Orient, immortalisé avec une photo du leader. Recep Tayyip Erdogan aurait en réalité contacté Öcalan pour monnayer sa libération contre l'annonce de la dissolution du PKK. Ce qui ressemble à un geste pacificateur est sans doute aussi un calcul politique pour amadouer l'électorat pro-kurde. Car le président turc semble prêt à tout pour rester au pouvoir, surtout si l'opposition obtient la tenue d'élections anticipées. Il vient aussi de faire incarcérer son principal rival, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, sous couvert d'accusations de terrorisme et de corruption. Et malgré des manifestations massives, rien ne semble pouvoir le faire céder. Il faut dire que l'Amérique de Trump a un certain penchant pour les régimes autocratiques, tandis que l'Europe détourne le regard. Le président Erdogan a donc le champ libre. La chute du régime Assad et la prise de pouvoir par les fondamentalistes qu'il soutient renforcent sa position. La Turquie va sortir grande gagnante de l'épisode syrien. Maintenant, il s'agit de savoir si tout cela est positif pour la région, pour l'Europe et pour l'OTAN. Je n'en sais rien, mais on parle déjà de bases militaires turques en Syrie. On verra. Dans ce conflit, la Turquie estime avoir remporté la mise. Elle a montré qu'elle continuerait à sévir contre les Kurdes en Syrie. Elle poursuit sa politique d'occupation dans différentes parties du pays et les menace en envoyant ses milices dans le nord de la Syrie. C'est pourquoi la situation des Kurdes s'est plutôt aggravée. Les FDS, Forces démocratiques syriennes, à l'entraînement. Une formation largement dominée par les Kurdes. Le nord de la Syrie est sous pression militaire depuis plusieurs années. Des affrontements opposent régulièrement l'armée kurde et les milices financées par la Turquie. Le 10 mars dernier, les FDS concluent un accord avec le nouveau pouvoir par intérim de Damas. Il prévoit d'intégrer dans l'État syrien les institutions civiles et militaires des Kurdes, tout en garantissant leurs droits. Pour autant, ce n'est pas la fin du conflit avec la Turquie. On continue de subir des offensives régulières depuis la Turquie. Et la chute du régime de Bachar al-Assad n'a pas changé grand-chose pour nous. C'est un soulagement de voir partir un dictateur au pouvoir depuis plusieurs décennies qui a emprisonné notre peuple. Mais la guerre se poursuit. Il y a toujours des drones et des avions turcs qui nous attaquent et qui ciblent sans pitié nos femmes et nos enfants. Nous traversons à présent une région très marquée par l'occupation de l'État islamique il y a une dizaine d'années et aujourd'hui menacée par les missiles et les drones turcs. Les principaux points de contrôle sont couverts pour ne pas être repérés depuis les airs. Kobané, ville syrienne à la frontière turque, a également souffert des crimes de Daesh. Jehan, Waïda et Roudi sont amis. Elles patrouillent plusieurs fois par semaine, Kalachnikov au poing, le long de cet axe routier. Les plaies laissées par les violents combats entre Kurdes et islamistes ne sont pas encore refermées. 10 ans après le massacre de Kobané, la vigilance reste de rigueur. La situation est loin d'être sécurisée. Il y a beaucoup de meurtres et de vols. Qu'on soit en guerre ou non, on a une mission à accomplir. L'électricité est coupée la nuit à Kobané. Et pour tenter de remédier à la pénurie d'eau, la population emploie une foreuse mobile qui doit permettre de creuser un puits. Jehan et Roudi ont rendez-vous chez Waïda. Les 3 amies sont veuves et ont perdu leur mari le même jour.
Au printemps 2015, les combattants kurdes, soutenus par les frappes aériennes d'une coalition conduite par les États-Unis, avaient repris du terrain sur l'État islamique. Mais le 25 juin, un commando de djihadistes, vêtus comme des combattants kurdes, lance une attaque surprise. Le raid fait plus de 250 morts, parmi lesquels des femmes, des enfants et des adolescents. Des nourrissons qui n'avaient même pas encore de nom et sûrement rien à se reprocher se sont retrouvés orphelins pour la vie. Pourquoi ? De quel droit ces gens se disent musulmans ? Dans quelle religion le meurtre est-il accepté ? Qu'est-ce qu'on avait fait ? Ils ont attaqué Kobané de nuit. Un cimetière commémoratif est réservé aux victimes de cette funeste journée. Nous sommes à 100 mètres seulement de la Turquie, où les terroristes de Daesh avaient visiblement trouvé refuge. Les djihadistes divisés en deux groupes ont attaqué Kobané par l'ouest, mais aussi par le nord, ce qui indique qu'ils venaient de la Turquie. Ce 25 juin 2015, les trois amis ont perdu de très nombreux parents et amis, dont un cousin âgé de 16 ans pour Waïda. Rien que dans ma famille, imaginez qu'il y a eu 5 martyrs. Mon oncle est mort, 2 de mes cousins sont morts, mon mari et mon frère aussi. 5. J'ai perdu 5 proches. Au loin, le mur qui marque la frontière avec la Turquie. Ce champ de ruines à Kobané est vieux de 10 ans. Comme souvent dans la région, on n'a pas eu le temps de déblayer les débris avant le retour des hostilités. Non loin de la frontière syro-irakienne, une clôture de plus de 14 km entoure le camp de djihadistes d'Al-Hol. Près de 50 000 personnes sont incarcérées ici, principalement des femmes et leurs enfants. Ce secteur regroupe les détenues étrangères. Elles viennent pour beaucoup de pays tels que l'Afghanistan, l'Ouzbékistan ou le Tadjikistan, mais aussi d'Europe. Ces femmes sont des adeptes convaincus de l'État islamique. Elles élèvent leur progéniture dans la haine des mécréants. L'endoctrinement fonctionne. Les enfants nous jettent des pierres. Dans le contexte des tensions avec la Turquie, seuls 300 soldats ont pu être affectés à la garde du camp. Trop peu aux yeux de Kani Ahmed, le commandant du site. Car c'est une nouvelle génération de fanatiques qui grandit ici. Ces femmes étrangères enseignent le Coran et l'idéologie de Daesh. Elles entraînent les enfants au combat et leur apprennent à fabriquer des armes, des sabres adaptés à leur taille. Elles leur montrent aussi comment décapiter une personne en s'entraînant sur des animaux. Nous, on veut partir, aller dans un lieu sûr. Ici, on est dans une situation vraiment difficile. Ça fait 6 ans qu'on est enfermés dans ce camp. Avec les enfants, c'est pas possible. On ne peut même pas recevoir de virements de l'étranger ou contacter nos familles. Des téléphones portables circulent clandestinement
et de jeunes adultes s'échappent parfois pour rejoindre une cellule de l'État islamique. Le risque d'un retour en force de l'organisation est réel, d'autant que les Kurdes sont affaiblis par les bombardements turcs. Et si Daesh s'en prend aux gardiens du camp, les conséquences seront dramatiques. Il y a dans les prisons des centaines, des milliers de combattants de l'État islamique dont on doit s'occuper et dont on est responsable. Mais faute de soutien, on risque de perdre le contrôle de ces lieux de détention. Alors les islamistes s'évaderont et se retrouveront dans la nature. Ce serait une catastrophe qui aurait des répercussions dans le monde entier. Tous les gens civilisés en souffriraient. Il ne faut pas commettre une telle erreur. On a besoin d'aide. Les 300 membres des forces démocratiques syriennes qui surveillent le camp sont déjà proches d'être débordés. Leur rôle est pourtant essentiel dans cette région en crise. Des milliers de leurs camarades ont laissé la vie dans les affrontements avec Daesh. Si le groupe État islamique a subi une défaite majeure en 2019 sur le territoire syrien, c'est surtout grâce à la collaboration entre les États-Unis et les Kurdes de Syrie. Mais aujourd'hui, ni les Américains ni les Européens ne semblent s'en souvenir. Ils mènent une politique médiocre. Et c'est sans doute une erreur à long terme si on veut efficacement combattre les organisations terroristes comme Daesh. Nous quittons le nord de la Syrie pour repartir vers le sud et le plateau du Golan, occupé par Israël. Au moment de la chute de Bachar al-Assad, Tsahal déploie des troupes et des avions de combat dans cette zone tampon démilitarisée entre la Syrie et Israël. Les frappes détruisent des dizaines de positions militaires de l'armée syrienne, ainsi que certains stocks résiduels d'armes chimiques. Dans le port méditerranéen de Latakié, c'est ensuite la flotte syrienne qui est anéantie. L'État hébreu ne laisse rien au hasard. Israël a décidé de bombarder ces sites pour tuer dans l'œuf toute future menace militaire en provenance de la Syrie. La logique, c'est qu'il vaut mieux un mal connu qu'un mal inconnu. Et ce faisant, je crois que notre pays tire les enseignements du 7 octobre, même si c'est peut-être d'une façon radicale. Nous ne voulons plus que notre sécurité repose sur des espoirs. On espère que ça va aller. On espère que ça va bien se passer. Tout ça, c'est fini. Le changement de pouvoir en Syrie est un franc succès pour la politique régionale turque. À l'avenir, la Turquie se prépare à jouer un rôle encore plus important dans l'est de la Méditerranée, en Libye, en Syrie, en Irak et dans le Caucase. Ça fera certainement réagir d'autres puissances régionales et je crois qu'on assiste déjà à l'amorce d'un conflit entre la Turquie et Israël. Kdoumim, une implantation israélienne du nord de la Cisjordanie. Comme toutes les autres, elle est illégale au regard du droit international. Plus d'1 demi-million de colons vivent dans ces territoires occupés, protégés par l'armée israélienne. Bon nombre d'entre eux sont des fondamentalistes religieux d'extrême droite, comme l'ancienne maire Daniela Weiss. Elle appelle à recoloniser au moins 6 territoires de la bande de Gaza et rêve d'un grand Israël biblique. Ces gens de Gaza, ce ne sont pas des Palestiniens. L'État palestinien n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. J'espère que ces gens vont partir en Égypte, en Turquie, au Canada et ailleurs encore. Ils ne resteront pas ici, en tout cas. L'évacuation de la bande de Gaza, c'est mon idée. Je l'ai eue bien avant Trump. Je suis ravie qu'il l'ait reprise, mais ce n'est pas son idée, c'est la mienne.
de l'huile sur le feu, à la moindre occasion, même face à la détresse et aux morts de la bande de Gaza. Et pourtant, un renouveau s'amorce timidement au milieu des ruines. Certains se lèvent pour dire non à ce cycle sans fin de haine, de vengeance et de représailles. À Gaza, on manifeste contre les exactions du Hamas. En Turquie, contre l'érosion de la démocratie. En Israël, contre la reprise de la guerre. Alors peut-être faut-il s'attendre à d'autres bouleversements. Peut-être verra-t-on d'autres dirigeants contraints à l'exil. Peut-être reste-t-il encore une lueur d'espoir.